donc vous êtes l'invité Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors Emmanuel Macron doit annoncer mardi soir un allègement du confinement, ou plutôt, comme il le confie aujourd'hui dans le JDD, un allègement progressif des contraintes. Alors qu'est-ce que ça va impliquer pour les Français? Quelles conséquences aussi pour le petit commerce et l'hôtellerie-restauration? Et puis il y a aussi la question de la stratégie vaccinale du gouvernement. Vous en êtes chargé comme ministre de l'Industrie. Suffira-t-elle à prendre le virus de vitesse? Quand et comment? Mais pour commencer, Agnès Pannier-Runacher, une question liée à la disparition du grand résistant Daniel Cordier, ce compagnon de la Libération qui fut le secrétaire de Jean Moulin pendant la guerre. C'est quoi l'esprit de résistance aujourd'hui? Un esprit de résistance que symbolisait justement Daniel Cordier. L'esprit de résistance aujourd'hui, c'est ce qui nous mobilise par exemple contre l'obscurantisme. C'est-à-dire le fait, au-delà des clivages politiques, de considérer qu'il y a des valeurs intangibles, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de croire et le droit à la différence. Et ça suppose aussi d'avoir, de prendre des décisions qui ne renoncent jamais. C'était les petits renoncements, une série de petits renoncements qui ont conduit à accepter ce qui était intolérable et ce qui a amené Daniel Cordier à partir pour Londres et à ensuite devenir le secrétaire particulier de Jean Moulin. Donc cet esprit de résistance, nous devons aujourd'hui l'avoir chevillé au corps parce que beaucoup de gens voudraient revenir à la fois au plan mondial sur ces éléments de liberté d'opinion, d'expression. Les acquis peut-être de la résistance, c'est ça? Exactement. Et lorsque nous allons sur des théâtres d'opération au Mali, lorsque nous luttons contre le terrorisme, lorsque nous prenons des positions fermes pour défendre des gens qui portent la liberté d'expression, y compris parfois de manière caricaturale, insolente, c'est cet esprit de résistance que nous devons continuer à manifester. Mais même chose, lorsque nous considérons que l'état de droit est intangible et que vouloir au nom d'objectifs prétendument supérieurs revenir dessus, c'est être dans la lutte contre le terrorisme. Non, toute atteinte à l'état de droit est une attaque à la démocratie. Et l'esprit de résistance doit nous amener à ne pas tomber dans ces renoncements dans lesquels nos ennemis veulent nous pousser. Alors, on va parler d'actualité, Agnès Pannier-Runacher. En quoi le gouvernement a fait preuve d'esprit de résistance face à la crise du Covid? Je dirais que dans la crise du Covid, c'est plus un esprit de résilience. Ce que nous devons faire, c'est prendre des décisions très rapides dans un univers incertain. C'est un navire dans la tempête et nous avons le meilleur capitaine à la barre. Et ces décisions... Jean Castex ou Emmanuel Macron? Le capitaine, c'est Emmanuel Macron. Je crois qu'il était là déjà en mars. Jean Castex fait partie de l'équipe. C'est le second, comme on dit. Et nous devons tous être unis. Prendre des décisions, ça veut dire faire preuve de courage et de détermination. Parce que chaque décision a ses contreparties négatives. Lorsqu'on ferme des commerçants, on sait qu'on ne va pas nécessairement avoir l'ensemble des gens qui vont nous soutenir parce qu'ils sont directement concernés par ces décisions. Et notre boussole, c'est la sécurité sanitaire des Français et c'est de prendre les meilleures décisions dans ce contexte. Juste une chose, n'oublions jamais que la crise est mondiale, n'oublions jamais que tous les pays sont confrontés à la même situation, que certains pays sont en confinement ou ont fait des confinements de 6 mois. Il faut parfois prendre un peu de recul pour prendre la mesure de la situation extraordinairement inédite dans laquelle nous sommes. Alors justement, prendre un peu de recul, pourtant une enquête a été ouverte, c'était le 7 juillet par la Cour de justice de la République pour, je cite, abstention de combattre un sinistre. Une initiative, une enquête qui a lieu d'être ou qui n'a pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être, Agnès Pannier-Runacher? Il n'appartient pas à un membre de l'exécutif de prendre position sur une enquête ouverte par la justice. Il y a une séparation des pouvoirs. Chacun doit être à sa place. Je parlais de principe et d'état de droit. Là encore, respectons l'état de droit et respectons la séparation des pouvoirs. En tout cas, oui. Mais non, ce qui est important, c'est de reprendre encore une fois ce recul et de dire que cette épidémie est inédite. Qu'il y a un an, personne n'aurait jamais su dire où nous étions et que tous les mois qui passent, nous devons adapter notre jeu et faire preuve d'une extraordinaire sens de l'agilité et de l'adaptation. C'est pourquoi je vous posais cette question. Parce que ça a été une surprise pour un certain nombre de vos collègues de voir qu'en pleine crise, la Cour de justice de la République ouvrait une enquête judiciaire par rapport au travail qui a été effectué par le gouvernement, aux décisions qui ont été prises par le gouvernement et par Emmanuel Macron.
Oui, mais c'est la Cour de justice est dans son rôle, les juges sont dans leur rôle, et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que surtout les commentateurs instrumentalisent la Cour de justice. Et moi, c'est ce que j'observe dans les commentateurs. Ouais. Alors, commentateurs, en tout cas, les juges de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République s'intéressent aux discussions engagées par Emmanuel Macron au mois de mars, avant qu'il décide du calendrier des municipales, rappelant, comme l'écrit aujourd'hui le JDD, que le chef de l'État avait consulté le président de l'Assemblée et du Sénat, ainsi que ses prédécesseurs, donc Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les juges ont demandé, en tout cas, à chacun de par écrit, par courrier, si eux-mêmes avaient été consultés sur ces problématiques, et dans l'affirmative, les dates et les natures de ces consultations ainsi que le positionnement qui étaient les leurs, tant au sujet du maintien du premier tour qu'à celui de la suppression du second. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les juges de la Cour de justice de la République sont dans leur rôle ? Encore une fois, il ne m'appartient pas de commenter une affaire de justice qui est en train de se dérouler. Mais qu'est-ce que vous pensez Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que il y a une séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui ont leur mot à dire et qui ont eu leur mot à dire et qui sont élus par le peuple, comme le président de la République. Il y a le pouvoir judiciaire et chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Et chacun doit continuer. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation sanitaire inédite que la justice ne doit pas faire son travail. Ça me paraît parfaitement légitime. Inversement, je pense important que nous soyons tous alignés dans cette séparation des pouvoirs. Et donc, la justice déroulera son processus comme elle l'entend. Et les représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif répondront dans la mesure de ce qui correspond à leur rôle. Vous reprenez à votre compte un peu ce qu'a dit Richard Ferrand hier dans le Figaro. Il y a d'abord les citoyens, les électeurs, ensuite le Parlement. C'est notre Constitution qui le prescrit, donc c'est pas aux juges de décider si l'action du gouvernement et du président de la République ont été bonnes ou pas. C'est ça que vous voulez dire ? Le juge applique les lois, et il est le tenant et le garant de ces lois. Et vu tout le travail que nous avons fait au niveau du gouvernement, justement, pour que la justice soit plus proche du citoyen, pour qu'elle puisse avoir les moyens de rendre plus rapidement la justice, c'est pas ce gouvernement qui va formuler une quelconque critique à l'encontre des juges et de la justice en tant qu'institution. Alors, on poursuit sur la crise sanitaire. Agnès Pannier-Runacher. Emmanuel Macron va donc s'exprimer mardi soir. Il indique dans le JDD qu'il n'est pas question de déconfiner, c'est-à-dire qu'il va falloir rester confiné encore pendant longtemps, et que la vie normale, ce n'est pas pour tout de suite. Ce que nous disons, c'est que nous allons prendre des mesures en donnant de la visibilité aux Français, c'est très important, de la clarté, des perspectives, et en prenant des décisions. Première décision concernera la manière dont nous allons assouplir les conditions de ce confinement dans les semaines qui sont devant nous jusqu'aux fêtes de Noël. Jusqu'aux fêtes de Noël, pas au-delà. Jusqu'aux fêtes de Noël, sachant que nous avons un calendrier... Jusqu'au début de l'année prochaine, ça vous voulez dire ? Non, nous avons un calendrier où nous considérons que un peu avant les fêtes de Noël, nous sommes capables de prendre de nouvelles décisions sur la base de la circulation du virus. C'est-à-dire que si la décrue que nous constatons dans la circulation du virus se confirme, s'il n'y a pas des frémissements dans le sens inverse, alors ça veut dire que nous pouvons aller un pas plus loin. Et ainsi de suite. Et donc, on l'a bien vu ces dernières semaines, toutes les 2 semaines, sur la base de la réalité de la circulation du virus, nous donnons des indications à la population française pour savoir quelle est la prochaine étape. Mais ce qui est sûr, c'est que le virus circulera tant que nous n'avons pas de traitement, ce qui est aujourd'hui pas à l'ordre du jour, ou de vaccin pour arrêter, faire disparaître cette circulation du virus. Donc la vie normale... Donc nous allons apprendre à vivre avec le virus. Il est très probable que le masque reste un accessoire très présent dans nos vies. Et surtout, on l'a vu, que le message sera de freiner les interactions sociales tout en ménageant ce qu'il est possible. Tout le monde est conscient qu'on a besoin de voir nos familles, qu'on a besoin de voir les personnes âgées, en particulier dans nos familles qui souffrent de solitude, que les enfants ont besoin de se retrouver avec leurs copains, peut-être au-delà de l'école. Et tout ça, il va falloir l'accompagner. De même que nous allons essayer d'avoir une vie économique la plus normale possible. Et lorsque nous ne pouvons pas permettre aux acteurs économiques d'avoir cette vie économique normale, nous les accompagnons financièrement
de manière très forte. Alors on va parler justement des Français, après on parlera des problèmes des petits commerces et de l'industrie. Pour les Français, qu'est-ce que cet allègement progressif des contraintes va impliquer ? C'est-à-dire, est-ce que pour les fêtes de Noël, par exemple, ils pourront être en famille ? Ils pourront se réunir au-delà de 6 personnes. Est-ce que les déplacements au-delà de 100 km seront permis ? Et quid des vacances de Noël ? Éventuellement aussi des stations de ski, est-ce qu'elles pourront être ouvertes ou pas ? Alors, vous posez beaucoup de questions. Ouais. Je dirais que le principe est assez clair. Nous avons des éléments sur la circulation du virus, sur l'encombrement des urgences, sur le remplissage des lits de réanimation. Ça, ce sont des faits que nous suivons, des statistiques, et qui chaque semaine éclairent le débat dans un sens d'assouplissement ou dans un sens de restriction plus forte, de façon à avoir une gestion au plus près de la réalité de la circulation du virus. Et ensuite, il y a notre objectif. Comme on l'a fait avec Bruno Le Maire et Alain Griset pour l'ouverture des commerces, ce que nous avons fait ces 2 dernières semaines, c'est de donner le maximum de solidité à une hypothèse d'ouverture des commerces, c'est-à-dire travailler sur les protocoles sanitaires, faire en sorte, et c'est quand même une grande victoire politique, je veux le souligner ici, nous sommes le seul pays à avoir obtenu ça, de déplacer le Black Friday de façon à ne pas avoir de cohue. Non, mais ça fait partie du jeu. Et donc, de la même façon, pour les Français, c'est travailler à leur permettre, objectif, de passer les fêtes de Noël les plus normales, le plus en sécurité possible. Donc c'est ce que nous allons faire. Plus faire. normal, est-ce que ça veut dire que les Français pourront passer les fêtes de Noël en famille avec au-delà de 6 personnes à table ? Ce n'est pas exclu, mais à ce stade, pour pouvoir le faire, il faut s'assurer que nous avons un nombre de cas chaque jour et un nombre de lits de réanimation qui nous permettent de libérer cette contrainte. Ça veut dire qu'il y aura une clause de revoyure quelques jours avant Noël ? C'est-à-dire que nous sommes, comme toujours, toutes les 2 semaines, grosso modo, nous donnons de la visibilité aux Français par rapport à un objectif qui est très clair, qui est le retour à la vie la plus normale possible. Ça veut dire que, comme le dit Gabriel Attal, ce sera un assouplissement en 3 temps. Premier temps, donc... la semaine prochaine avec la deuxième prise de parole du président. Avant Noël et 3e temps au mois de janvier. En tout cas, c'est ce que nous pressentons sur la base de la circulation du virus. 15 décembre à peu près, puisque... Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, et ensuite début d'année prochaine. Après, au début du mois de janvier. Alors, est-ce que vous confirmez, on va parler des commerces, que les petits commerces vont rouvrir avant le 1er décembre ? En tout cas, nous avons toutes les conditions qui sont réunies. Un protocole sanitaire donc pour qui aujourd'hui... avant le 1er décembre, hein. Tout à fait. Un protocole sanitaire qui aujourd'hui, autour du 1er décembre, c'est ça, un protocole sanitaire qui aujourd'hui est validé par les fédérations et qui doit être validé par les autorités sanitaires, mais qui nous ont accompagnés dans ce travail. Deuxième élément, le report du Black Friday d'1 semaine permettant d'éviter, si on devait rouvrir un peu avant le 1er décembre, une cohue dans les magasins, et si on ne devait pas rouvrir, d'être dans une situation totalement paradoxale où les uns pourraient faire du Black Friday et les autres seraient bloqués parce que leur commerce serait fermé. Et troisièmement, effectivement, ce sont les conditions sanitaires, et chaque jour qui passe semble indiquer que les conditions sanitaires sont réunies pour une rouverture, mais ça, la décision sera prise par le président de la République, par le Premier ministre, dans le courant de la semaine prochaine, sur la base des chiffres. Encore une fois, on ne fait pas de la politique sans les faits. On s'appuie sur la réalité. Et que si on vous dit, si on dit, les commerces vont sans doute ouvrir le 27 ou le 28 novembre, c'est plausible ? Encore une fois, quand on dit autour du 1er décembre, ça veut dire qu'on s'autorise à penser que c'est possible. Que c'est possible, le 27 ou 28 novembre. Mais... Y compris les coiffeurs d'ailleurs ? Les coiffeurs sont à ce stade également concernés par le protocole sanitaire, et nous sommes en train de régler des détails effectivement avec eux, puisqu'il y a le problème de jauge chez les coiffeurs, 8 mètres carrés par client, qui semble plus délicat à suivre que dans d'autres professions. Salles de spectacle et cinéma ? Ce ne sont pas des commerces, à ma connaissance. Parce qu'on se pose la question. Je sais que ce ne sont pas des commerces, à ma connaissance. Mais ça peut être en décembre ou pas ? Est-ce qu'on le sait ? Écoutez, moi, sur cette question-là, je ne suis pas en situation de vous répondre, parce que là, on ne parle pas d'une personne pour 8 mètres carrés dans une salle de cinéma. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, là encore, circulation du virus, protocole sanitaire. Si on sait renforcer les protocoles sanitaires pour satisfaire la protection des Français, rien ne l'empêche. Mais c'est pas tout à fait la même histoire. Vous pouvez pas mettre un client dans 8 mètres carrés dans une salle de cinéma. La salle de cinéma ne peut pas fonctionner. Elle peut pas rouvrir. Elle a plus de modèle économique. Alors pour les petits commerces, donc c'est votre domaine de compétence. Est-ce qu'il y aura de nouvelles dispositions, comme ça a été
plus ou moins annoncé au niveau des horaires d'ouverture des magasins. En clair, est-ce qu'ils pourront ouvrir le soir? Est-ce qu'ils pourront ouvrir le dimanche, voire la nuit jusqu'à Noël? Alors, pour le moment, la demande, c'est des ouvertures le dimanche, qui sont des ouvertures assez classiques, puisque nous avons en gros, vous avez les dimanches du maire et les dimanches sur lesquels on peut s'accorder pour ouvrir exceptionnellement les commerces, et souvent les 2 week-ends qui précèdent Noël. Et dans 80% des villes moyennes et des grandes villes, les commerces sont ouverts tous les dimanches du mois. Donc évidemment, on regarde cette approche de manière favorable, ce d'autant plus que ça permet de respecter les jauges, si vous voulez. Il y a un intérêt sanitaire à ouvrir les commerces le dimanche. C'est aussi cet équilibre qu'on recherche. Un intérêt sanitaire pour les salariés des commerces, un intérêt sanitaire pour les clients. Donc on regardera avec bienveillance ces demandes, mais ce qui est notre boussole aujourd'hui, c'est cet équilibre entre économique et sanitaire. Le soir, les commerces ouverts en soirée? Là encore, je n'ai pas de demande spécifique sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs Alain Griset, mon collègue au PME, qui suit spécifiquement les commerçants et les artisans, et je veux saluer son action ici. Mais pour le moment, le dimanche est clairement posé sur la table. Des extensions horaires en début de soirée sont également suggérées par un certain nombre de fédérations. Ça sera aussi le résultat d'une consultation. Mais ne tombons pas de l'autre côté du cheval. Et l'idée du gouvernement n'est pas de profiter d'une situation extraordinaire pour faire bouger les lignes du droit du travail. Extension horaire en début de soirée, ça veut dire jusqu'à quelle heure? Alors ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est pas tranché. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'instant, cette séquence a débouché donc sur le report du Black Friday, devant permettre donc la réouverture des magasins avant le 1er décembre, autour du 1er décembre, comme vous venez de dire. C'est la victoire de Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher? C'est une victoire de Bruno Le Maire qui montre que la détermination politique et le volontarisme permet de faire bouger les lignes. Nous sommes le seul pays au monde qui va déplacer le Black Friday, et c'était important pour les petits commerçants et pour les grandes fédérations et les grands magasins. Donc nous avons su faire bouger les lignes et nous avons obtenu le support des grandes plateformes numériques. Alors je me demande si c'est une victoire de Bruno Le Maire, parce qu'on constate depuis quelques semaines quelque part une bataille entre Bercy, vous êtes ministre à Bercy, le ministère de la Santé, éventuellement Matignon. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? Alors moi, il se trouve que j'ai travaillé il y a 15 ans dans l'hôpital public, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. J'étais le numéro 3 de la PHP. J'ai vécu la canicule. Et je peux vous dire qu'on prend avec extrêmement peu... Canicule 2003. Canicule 2003. Je prends avec extrêmement peu de légèreté la situation sanitaire de notre pays. Je sais ce qu'endurent les services d'urgence. Je sais ce qu'endurent les services qui prennent en charge les soins de réanimation intensifs. Et je trouve cette polémique qui essaye d'opposer Pierre à Paul parfaitement absurde. Là, c'est Bruno Agent, ou Bruno Agent, parfaitement absurde, parce que nous sommes une même équipe et qu'aujourd'hui, nous avons une seule boussole. La santé des Français et sauver l'économie. Et nous y travaillons, et c'est notre rôle de faire en sorte au ministère de l'économie de préparer pour permettre au président de la République et au Premier ministre de prendre leurs décisions. Préparer les protocoles, repousser le Black Friday, c'était notre travail, on l'a fait. Maintenant, je dirais que la voie est dégagée, le Premier ministre et le président de la République peuvent prendre des décisions. Autre question qui concerne aussi la vie économique du pays, le problème, le cas des restaurants, des bars et de l'hôtellerie. Est-ce que la décision de repousser la réouverture des restaurants et des bars au-delà du 1er décembre est ferme et définitive? Les bars et les restaurants sont un endroit où le virus circule. C'est ce que montrent les différentes études qui ont été faites, que ce soit aux États-Unis ou en France, sur des clusters particuliers. Donc, les conditions sanitaires dans les restaurants, dans les bars, dans ce type d'endroit où, pour pouvoir en profiter, il faut enlever le masque, sont pas de même nature que les conditions dans les commerçants. Nous en tenons compte. Et la décision concernant la réouverture ou le maintien de la fermeture sera prise quand? Notre objectif avec le Premier ministre et le Président de la République, c'est de donner la visibilité à ces métiers particuliers. C'est-à-dire de donner un échéancier sur la manière de travailler. Il sera donné la semaine prochaine? C'est notre ambition de donner le plus de visibilité possible, le plus tôt possible. Mais encore une fois, quel sens aurait une décision qui viserait à adresser une situation dont on ne connaît pas les paramètres? Vous savez, vous, quelle sera la circulation du virus début du mois de janvier? Moi, j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas. J'ai l'humilité de dire que j'observe que tous les pays européens ont fermé leurs bars,
leurs restaurants et que la plupart ont fermé leurs petits commerces aujourd'hui. C'est le cas de la Belgique, sur les restaurants et les bars, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Irlande, c'est le cas du Royaume-Uni. Vous voyez, on est bien entourés, nous sommes tous face à une même problématique et je pense que il est important qu'on ne perde jamais de vue que la lutte contre le virus est notre priorité. Est-ce que ça veut dire que, puisque vous dites qu'il faut leur donner de la visibilité, il ne faut pas que les restaurateurs et les gérants de bars s'attendent à ce que leurs établissements soient ouverts avant la mi-janvier, voire la fin janvier? C'est un sujet sur lequel on va les accompagner et leur donner de la visibilité. Soyons très clairs. Aujourd'hui, nous apportons un soutien massif financier à ces différents métiers. Nous prenons en charge 100% du chômage partiel de leurs salariés. Nous prenons en charge une partie des loyers. Nous prenons en charge ou nous finançons leur exploitation avec le prêt garanti par l'État. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont spécifiques à ces secteurs. Et je sais bien à quel point, moi je viens du monde des loisirs, je dirigeais une entreprise de loisirs avant d'être ministre, c'est le même sujet, on a fermé, ils ont fermé, ils ne peuvent pas rouvrir, ils ne savent pas quand ils vont rouvrir. Et leur premier objectif, c'est de pouvoir travailler. Et je sais à quel point c'est important. Mais simplement, encore une fois, c'est un collectif qui joue, c'est l'ensemble des Français. Plus les Français, plus nous respecterons les gestes barrières, plus nous donnerons de chance de réouvrir ces activités particulières dont on a envie de profiter. Puis la deuxième chose, même si c'est pas toujours pertinent, parce que pour certaines exploitations c'est pas pertinent, nous faisons aussi notre possible pour accompagner tout ce qui est capacité à faire de la livraison à domicile, capacité à faire... Ça représente qu'une infime partie du chiffre d'affaires habituel. Ça dépend des restaurants. Ça dépend des restaurants et dès lors que ce n'est pas pris en compte pour les aides économiques, ça leur apporte du plus. Et là aussi, et je sais bien que c'est difficile de dire faisons d'une crise une opportunité, mais ces leviers-là qui permettent de dire, au-delà des aides, de dire vous avez 10%, 20%, pour certains 30 ou 40% de chiffre d'affaires, de votre chiffre d'affaires normal, c'est aussi du beurre dans les épinards et c'est important. Vous avez parlé du secteur des loisirs, donc on va parler du tourisme et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'interroge sur la possibilité pour les stations de sport d'hiver d'ouvrir ou non à Noël. Est-ce que vous confirmez que la plus forte probabilité, c'est qu'elles ne puissent pas accueillir des touristes pour les vacances scolaires de fin d'année ? C'est un point qui est également regardé. Alors sur ce sujet-là, moi je peux pas vous répondre parce que j'étais gestionnaire de station de ski et donc pour des raisons de conflit d'intérêts, je suis la dernière au courant des décisions du gouvernement sur ces sujets-là. Mais ça vous paraît logique, sans parler de... Mais si je rentre dans la logique, là encore, la difficulté de ce virus, c'est qu'il touche à toutes les activités de convivialité. Donc c'est pas tellement la partie ski elle-même, mais c'est de se retrouver dans les restaurants d'altitude ou en station, c'est de se retrouver à l'hôtel et c'est le fait, et je connais bien ce métier-là puisque j'en ai fait partie, que dans les stations des Alpes par exemple, vous avez une clientèle internationale très importante et donc quelles sont les règles du jeu que vous définissez et évidemment ça amène un brassage de population. Enfin, les touristes qui viennent de l'étranger auront du mal à être présents en France au moment des fêtes de Noël. À cause des problèmes sanitaires. Oui, mais du coup, vous posez un problème économique. Dans certaines stations, vous avez plus de 65% de touristes étrangers. Voilà. Il faut l'avoir en tête. C'est des stations comme Courchevel, comme les grandes stations des Alpes au-dessus de 1800 mètres, elles ont une majorité de touristes étrangers. C'est ce qui fait dire à certains que leur intérêt, c'est qu'elles restent fermées jusqu'en février. C'est ce qui fait dire à certains des choses. Je pense que pour avoir été en contact de ces personnes, parce que ce sont des amis, que eux, dès qu'ils pourraient reprendre le travail, ils le feraient avec beaucoup de volonté. Encore une fois, empêcher quelqu'un de travailler, c'est une des choses les pires qui puissent vous arriver. Alors, autre secteur qui vous concerne précisément, puisque c'est dans votre domaine de compétences ministérielles, c'est la stratégie vaccinale. D'abord, quand les Français vont y voir clair en la matière ? Au niveau de la stratégie vaccinale du gouvernement et de la France. La stratégie vaccinale, c'est d'abord la fourniture de vaccins. Sur la fourniture de vaccins, grâce au président de la République, nous avons créé une première coalition de 4 pays qui a pu négocier avec le premier laboratoire pharmaceutique qui était le plus en avance, qui était AstraZeneca. Et nous avons ensuite, et j'ai très personnellement, puisque je menais l'équipe de négociation pour la France, obtenu cela. Nous avons très directement obtenu que la Commission européenne soit associée à ces négociations. C'est-à-dire que nous sommes sortis du piège
où 27 pays seraient allés négocier séparément avec chacun des laboratoires pharmaceutiques, avec le risque d'avoir une espèce de course à l'échalote entre pays. Donc, qu'est-ce que ça apporte pour la France et les Français ? Ça apporte, que nous avons 6 contrats, soit signés, soit en passe d'être signés. Sachant que les contrats qui sont en passe d'être signés ont été précédés par des accords, des pré-accords. Donc, pour l'instant, combien de contrats signés ? 3 ou 4 contrats signés ? Il y a 4 contrats signés plus 2 contrats où il y a des pré-accords et où la rédaction juridique longue et d'ailleurs a fait l'objet d'un accord au niveau des équipes de négociation et va suivre un processus de validation. Donc 6 accords signés d'ici la fin du mois de novembre. Chacun de ces accords, ça correspond grosso modo à... Combien de doses de vaccins ? 200 à 300 millions de doses de vaccins en ferme, plus 100 à 200 doses optionnelles. C'est en règle générale les contrats. Donc vous pouvez avoir 200 plus 200, plus 300 plus 100. Ouais. Vous avez un seul contrat qui est sur des doses plus petites, Moderna, qui est plutôt du côté de 80 millions, parce que c'est la complexité de fabrication qui fait qu'ils peuvent moins produire dans le même temps imparti. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est à peu près, si je fais de bons calculs, à peu près 1,5 milliard de vaccins. Sauf que vous faites l'hypothèse que tous les vaccins arriveraient à l'autorisation sur la mise sur le marché. Ouais. Donc il faut avoir en tête que chaque vaccin doit faire ses preuves. Doit faire ses preuves dans des phases d'essais cliniques 1, 2, 3. Aujourd'hui, il y a 3 vaccins qui sont en quasi-qualification finale, mais rien ne préjuge de la fin des essais cliniques. Donc, vous avez 3 vaccins AstraZeneca, Moderna, BioNTech, Pfizer, qui ont déposé leur dossier à l'Agence européenne du médicament, qui est en train de les instruire, qui attend les derniers éléments. Donc, on fait du temps masqué pour ne pas perdre du temps, et qui, si elle a les derniers éléments, est en capacité de donner une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu'elle est convaincue du bien fondé de ces produits. Alors justement, et ça peut arriver d'ici la fin du mois de décembre. Ça dépend à la fois des données techniques qui seront communiquées par les laboratoires pharmaceutiques et de la position que prendra l'Agence du médicament européenne sur l'efficacité de ces produits. Donc, autorisation de mise sur le marché d'ici la fin du mois de décembre. Ça peut arriver, Donc d'ici pour la fin du mois de Pfizer, décembre. Pour Moderna. Et les 3 vaccins les plus avancés, c'est AstraZeneca, Moderna et Pfizer. BioNTech. BioNTech, c'est une start-up allemande. Oui, c'est elle qui a inventé et c'est Pfizer qui industrialise. Ouais. Mais c'est elle qui a le cœur de la propriété intellectuelle. Et alors donc, ça ferait éventuellement combien de doses pour la France d'ici au début de l'année prochaine ? Alors, nous, c'est 15% des volumes. Et ensuite, vous avez un échéancier de production et un échéancier de livraison. Donc, ça fait à peu près, d'après les chiffres qu'on a, 15 à 20 millions de doses pour la France. 15% de 300 millions, ça fait un peu. Non, mais est-ce qu'il y aurait, je crois qu'il n'y a pas de 300 millions pour le début de l'année prochaine. Non, ensuite, c'est ça. Vous avez un échéancier, c'est-à-dire qu'en gros, 300 millions, c'est en 6 mois que vous les produisez et vous avez une montée. C'est à peu près 60. Donc, on est dans les eaux que vous dites. Simplement, il faut avoir en tête que ça peut bouger. Je vous donne un exemple. AstraZeneca a été le premier laboratoire au mois de mai. Aujourd'hui, ils sont en 3e position. Mais si demain, pour une raison ou une autre, Pfizer a un petit souci ou prend du retard, à 2 semaines près, vous pouvez avoir d'autres laboratoires qui vont se présenter au portillon. Pour préciser les choses, sur combien de doses de vaccins tablez-vous pour la France, pour la première étape de vaccination, c'est-à-dire dans les prochaines semaines peut-être ? Pour le moment, on table sur quelques millions. Quelques millions. Quelques millions, c'est-à-dire moins de 10 millions ? Vu le rythme de fabrication, bien sûr, vous ne fabriquez pas des vaccins en claquant dans les doigts, bien comme sûr. Ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un cycle de développement et d'industrialisation et de production massive en 1 an, là où les laboratoires le font normalement en 5 ans. Je ne parle pas de la partie développement au sens R&D, c'est-à-dire qualification clinique. Je parle de faire tout le transfert de technologie à chaque usine pour qu'elle développe le vaccin, pour qu'elle le mette en production, pour qu'elle rôde la production, etc. C'est extrêmement comprimé et donc extrêmement efficace. Et nous nous sommes assurés que la quasi-totalité des vaccins soient produits et de tous les ingrédients du vaccin soient produits en Europe pour ne pas avoir de difficultés d'approvisionnement avec des notions de fermeture de frontières. Est-ce que vous êtes en état de dire aujourd'hui que des Français pourront être vaccinés d'ici au début du mois de janvier ? Je ne le dis pas parce que
j'attends d'avoir les autorisations de mise sur le marché. La France a été la plus exigeante en matière de sécurité des vaccins. C'est elle qui a imposé la mise en place d'un conseil scientifique qui évalue les vaccins en amont et au moment de la négociation avec Marie-Paule Kieny. Et cette démarche a d'ailleurs fait l'unanimité, puisque désormais Marie-Paule Kieny est considérée comme l'experte européenne, alors qu'elle travaillait juste pour les Français. Qui est la responsable de la stratégie de vaccination. Et alors, il y a aussi une autre société, la société française Sanofi, qui a priori a annoncé que son vaccin pourrait être disponible à la fin du mois de juin. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que ça peut être proposé avant la fin du mois de juin? Alors Sanofi, c'est le deuxième contrat négocié. C'était les Français, c'était d'ailleurs moi en l'occurrence qui était à la manœuvre pour négocier avec eux. Effectivement, dans leur échéancier aujourd'hui, ils ont la perspective de pouvoir disposer et livrer des doses à partir du mois de juin. Ça peut se faire avant fin juin. Ouais. Ils essayent de faire avant, mais là encore, c'est une question d'industrialisation, c'est-à-dire de capacité à exécuter rapidement des phases d'homologation de sites et de développement industriel. Et à quel vaccin faites-vous le plus confiance? Est-ce que c'est celui de Pfizer ou Moderna, qui sont issus d'une nouvelle technologie scientifique, la technologie ARN, ou à Sanofi, qui est une technologie plus qui est connue depuis des années et des années? Je dirais que Moderna et Pfizer affichent aujourd'hui des résultats qui sont extrêmement rassurants, et notamment un taux d'efficacité plus de 90% qui est rarement rencontré dans des vaccins. Ce qui nous plaisait bien dans Sanofi, c'est pour ça que nous avons poussé cette plateforme, c'est qu'effectivement on a du recul. C'est-à-dire on peut réutiliser 40 ans de données pour essayer aussi de compléter notre compréhension de l'impact du vaccin. Et pour nous, ce vaccin, s'il a la même efficacité, le vaccin Sanofi, s'il a la même efficacité, ça sera entre guillemets notre filet de sécurité par rapport à des nouvelles technologies qui peut-être sont pas aussi puissantes qu'on le croit, même si les résultats sont très bons. Filet de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Filet de sécurité au sens où nous aurons une production massive disponible du côté du mois de juin, et avec cette profondeur d'études que ne peut pas par construction donner des vaccins qui sont des nouvelles technologies. A priori d'ailleurs Sanofi en une dose, alors que les autres c'est en 2 doses. Ils sont en train de vérifier s'ils ont besoin d'une dose ou de 2 doses. Vous avez tout à fait raison. Pour le moment, tous les autres vaccins ont besoin de 2 doses. C'est-à-dire première vaccination, 28 jours, deuxième vaccination. Est-ce que, puisqu'on en parlait, vous en parliez tout à l'heure au début de cette émission, est-ce qu'il faut attendre la phase de vaccination pour qu'on ait fini avec le virus? Alors, j'ai appris de cette crise qu'il fallait éviter de donner des conseils sanitaires. Déjà, quand on était médecin, c'était compliqué, mais alors quand on ne l'était pas... Même infectiologue. Même infectiologue, quand on ne l'était pas, on avait du mal à lire quand même dans le mar de café. On est confronté à un virus qui est multifacette et qui n'a pas livré encore tous ses secrets. Logiquement, le fait d'avoir un vaccin qui permette d'avoir des résultats de protection de la population comme ceux que nous donnent les premières études cliniques est un élément extrêmement rassurant. C'est vraiment la lumière qui s'allume au bout du tunnel. Mais encore une fois, il va falloir voir dans les faits combien de temps ces anticorps sont présents dans la personne humaine, comment on s'y adapte en fait. On a vu... Donc il faut un peu de recul, quoi. Voilà, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient contaminés 2 fois au Covid. Donc ça vous donne une idée que c'est quand même un sacré morceau, ce virus. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire? Alors, encore une fois, je suis pas médecin. J'évite. Mais sur le principe. Je suis pas médecin. Je pense que c'est important parce que vous rendez une vaccination obligatoire par rapport à un objectif de santé publique, mais par rapport aussi aux caractéristiques d'un vaccin. Aujourd'hui, ce qui se discute beaucoup au niveau européen, c'est de considérer qu'il y a une recommandation sur des publics cibles. Et c'est ensuite de dire quels sont ces publics cibles ou ces publics prioritaires. Et là aussi, pour vous, la voie moyenne, c'est de considérer que les publics prioritaires, c'est plutôt les personnes âgées, parce que c'est elles qui ont le meilleur bénéfice-risque. Pourquoi? Parce que en termes de bénéfices, on voit bien qu'elles échappent aux formes les plus aiguës de la maladie. Et en termes de risque, compte tenu de leur système, je dirais, immunitaire, qui est moins réactif que chez les jeunes, c'est elles qui ont probablement le moins de risques. Donc c'est un très bon
bon combo. Donc d'abord les personnes âgées, après peut-être le personnel soignant. Je sais pas, c'est pas moi qui vais le dire, mais je dirais que la logique, c'est effectivement de dire il y a des cibles, il y a des publics prioritaires, et dans ces publics prioritaires, il y a ceux qui sont confrontés au vaccin dans leur quotidien en première ligne. Ça peut être les soignants, ça peut être d'autres métiers, et il y a ceux qui sont les plus vulnérables. Donc pas forcément de vaccination obligatoire. Est-ce que vous conseillez aux Français de se vacciner quand le vaccin sera disponible, et vous-même, est-ce que vous ferez vacciner, Madame la Ministre? Je me suis même pas posé la question à ce stade. J'ai envisagé en revanche de participer aux essais cliniques de l'INSERM sur les vaccins. Donc ça vous montre que je n'étais pas inquiète par rapport à la vaccination. Je crois que dans un premier temps... Vous avez participé déjà à ces essais ou pas? Non, je me suis pas inscrite finalement parce que le temps pour aller faire toutes les c'est peu compatible avec celui de ministre. Mais je pense que oui. Vous savez que l'INSERM a ouvert une plateforme. Vous avez 25 000 Français qui se sont inscrits, et c'est très important aussi d'avoir cette recherche académique. J'en profite pour le dire parce que elle complète les données des médecins, et nous avons les données des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons demandé aux laboratoires pharmaceutiques de vraiment nous donner des données par type de population. Les personnes âgées, les personnes qui ont telle et telle comorbidité, de façon à éclairer au mieux la décision des autorités sanitaires sur les stratégies vaccinales. Alors au passage, puisque c'est lié aussi à la crise sanitaire, que vous inspire ce documentaire Hold Up, c'est un documentaire à succès en tout cas sur les réseaux sociaux, qui prétend dévoiler la face cachée de l'épidémie. Pour préciser les choses pour nos auditeurs, le Covid-19 serait la Covid-19 serait selon ce documentaire guère plus qu'une grippette. Les mesures sanitaires prises depuis le printemps par le gouvernement n'auraient aucun sens, et les citoyens du monde entier se seraient fait berner par une élite corrompue, menée notamment par Bill Gates, ou en France par Jacques Attali. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce complotisme du documentaire et le complotisme ambiant plus généralement? Je reviens à l'esprit de résistance. L'esprit de résistance, c'est de renoncer à rien de nos valeurs fondamentales, et notamment à notre esprit critique et à notre capacité à démasquer les manipulateurs de l'opinion publique qui jouent sur ces peurs pour obtenir un bénéfice politique. Je crois que cette fiction, parce qu'on est plutôt dans une fiction, rentre très clairement dans cette catégorie. Et je trouve qu'elle est particulièrement cynique, parce qu'au fond, elle invite les gens à ne pas respecter les gestes barrières. Et ne pas se vacciner d'ailleurs. Et à ne pas se vacciner, c'est-à-dire à ne pas défendre leur propre santé. Moi, j'invite les gens qui ont un doute à se faire raconter ce qui se passe dans une unité de soins intensifs Covid. Je les invite à se faire raconter par des jeunes qui ont eu la Covid et qui en ont encore des séquelles 6 mois après, et qui ont des tremblements, des vertiges, des fourmillements, une fatigue lancinante. Lorsqu'à 30 ans, 6 mois après une maladie, vous avez une fatigue lancinante, vous pouvez imaginer quelle est l'inquiétude que vous avez sur le restant de votre vie. Donc, ce virus, je le redis très nettement, c'est une saloperie. Tous les gens qui autour de moi l'ont eu dans une version dure vous le disent très nettement. Moi, il se trouve que j'ai perdu une connaissance proche à l'hôpital après 3 mois de coma du côté de Strasbourg. Je ne laisserai personne dire que c'est une grippette. C'est irresponsable. Et un virus qui est une saloperie aussi, et d'ailleurs le traitement, les conséquences, dans la mesure aussi où un certain nombre de malades qui souffrent d'autres maladies, pathologies, peuvent avoir des problèmes, notamment des problèmes de cancer, peuvent avoir des problèmes pour se faire traiter, pour se faire opérer. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important que vous soulignez, et sur lequel Olivier Véran est très mobilisé. C'est-à-dire que il ne faut pas, parce que notre système sanitaire est sous pression, laisser passer le traitement de tout ce qui est maladie chronique ou maladie au long cours qui suppose des interventions. Les cancers, le suivi des diabètes, le suivi de ces maladies qui doivent avoir des contrôles très réguliers pour éviter que ça dérape. Donc ça, sachez bien qu'on en est très conscient. Il y a une victoire qu'on a eue, notamment dans cette crise sanitaire, c'est le développement de la télémédecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé le cap de la télémédecine. Là où on avait péniblement 10 000 consultations tous les 6 mois, on a passé le cap des 150 000 consultations tous les mois. Et je crois que ça, c'est un vrai... Notamment pour les médecins libéraux de ville. Oui, ça, c'est une vraie victoire collective, et ça va singulièrement améliorer notre système de santé, notamment dans les zones qui sont moins denses en termes médicaux. Et d'ailleurs, qui pourrait être aidé par la mise en place de la 5G. Et qui pourrait
être aidé par la mise en place de la 5G, mais pour une consultation, il suffit d'avoir une bonne 4G et nous nous employons aussi à mettre de la 4G partout sur le territoire. 5G dans les hôpitaux pour des opérations un peu plus... Exactement. Des examens un peu plus compliqués. Alors, toujours lié à la crise sanitaire, les efforts que vous avez initiés, Madame la Ministre, en faveur de la filière du masque français, la filière masque française. On en a combien de masques chirurgicaux produits en France par semaine et par mois? Chirurgicaux et FFP2, on est aujourd'hui au-delà de 60 millions de masques par semaine et nous serons à 100 millions au mois de décembre. 100 millions au mois de décembre. Par semaine, ce qui veut dire qu'on aura multiplié par 30 la production de masques sanitaires et FFP2 en France. Alors, pourquoi je vous posais cette question? C'est parce que le problème, c'est que les masques chinois, qui arrivent sur le marché beaucoup plus facilement qu'au début de la crise, sont vendus 2 fois moins cher que les Français. Je crois que c'est à peu près 20 centimes pour un masque chinois, 40 centimes pour un masque français. Est-ce que l'on peut, alors avec des difficultés pour les entreprises qui se sont lancées dans la fabrication de ces masques en France, est-ce que l'on peut imaginer un mécanisme de taxation pour les masques chinois? Il faut déjà se poser la question de la qualité de ces masques chinois. La DGCCRF fait des contrôles et justement nous devons nous assurer que les masques chinois répondent exactement aux normes. Alors pas aux normes AFNOR en l'occurrence, parce que là c'est des normes sanitaires, aux normes de filtration qui sont attendues pour ces masques. On a pu constater que dans un nombre statistiquement élevé de cas, ce n'était pas le cas. Donc ça c'est la première chose, faire notre boulot pour que la mauvaise marchandise n'entre pas sur le territoire. La deuxième chose, c'est que nous avons passé des contrats avec Santé publique France, avec un certain nombre de producteurs français. C'est ce qui leur permet d'ailleurs aujourd'hui de développer cette production. Si je ne me trompe pas, vous me direz si j'ai tort, je crois qu'il y a à peu près 28 entreprises françaises qui fabriquent des masques en France aujourd'hui. Alors, vous en avez qui fabriquent pour elles-mêmes. Les Michelin, les Valeo, c'est clairement pas leur cœur de métier. Simplement, ils ont décidé de fabriquer des masques pour être autonomes et pour protéger leurs salariés. Ils donnent un coup de main ponctuel d'ailleurs au système de santé. Mais les masques, les fabricants de masques qui sont, je dirais, uniquement sur ce métier-là ou comme un élément important de leur activité sont aujourd'hui au nombre de 18. Et un certain nombre d'entre eux ont des contrats avec Santé publique France, puisque Santé publique France a engagé l'achat d'1 milliard de masques sanitaires et FFP2 pour justement soutenir cette production française. Donc, mais alors, cette question par rapport à la taxation éventuelle des masques chinois, est-ce qu'elle peut se poser ou pas? En fait, vous ne pouvez pas taxer une marchandise sans bonne raison. Sinon, vous avez la Chine qui va taxer vos marchandises. Et puis, il y aura un problème aussi de coût pour les Français qui achètent des masques. Et il y aura un problème de coût pour les Français qui achètent des masques. Ce que nous savons faire, en revanche, c'est la qualité de la marchandise, 2, accompagner les entreprises françaises pour améliorer leur coût de revient. Et c'est pas insurmontable parce qu'on a toujours cette idée que la Chine est un pays low cost. Aujourd'hui, la Chine est de moins en moins un pays low cost et par ailleurs, une production de masques, ça se robotise. Donc ça permet de la réalité, c'est qu'on peut arriver à une convergence sur des prix qui soient acceptables et dans lequel on considère que le risque d'approvisionnement et de rupture a un coût et que du coup, on est prêt à payer 5 centimes ou 10 centimes de plus parce que ça vous évite d'avoir une interruption de fourniture du jour au lendemain, comme ça nous est arrivé au mois de mars. Le patriotisme économique, c'est aussi ça. Le patriotisme économique, c'est le fait d'être les meilleurs sur nos productions et effectivement de privilégier le Made in France. J'entends beaucoup de gens qui parlent du Made in France. Moi, je fais du Made in France, c'est différent. Arnaud Montebourg, il en parle. Alors, il en parle, mais il a peu fait, en fait. Voilà, il en parle beaucoup, il intervient beaucoup dans les médias en ce moment. Il a écrit un livre aussi. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique. Est-ce juste de dire que la crise économique devient plus grave, va devenir encore plus grave que la crise sanitaire? C'est l'ensemble d'un même combat. La crise sanitaire induit une crise économique. La crise économique va avoir des conséquences sanitaires. Je veux dire, la pauvreté, c'est un élément de dégradation de l'état de santé des personnes. Donc, moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. Ce que je dis, c'est que ce gouvernement a pris ses responsabilités en matière économique. Le président de la République, le quoi qu'il en coûte. Nous sommes le pays qui accompagnons de la manière la plus forte les entreprises et derrière les entreprises. Ce sont les salariés que nous accompagnons et ce sont les indépendants. Ce sont des familles, ce sont des personnes qui auraient pu perdre leur travail du jour au lendemain ou perdre tout leur patrimoine du jour au lendemain. Nous avons aidé plus d'1,7 million d'indépendants. 1,7 million. Chercher un autre pays qui soit allé aussi loin en importance et en montant et aussi rapidement. Parce que les entreprises qui ont des sites dans plusieurs pays européens, elles vous disent que les Français ont été parmi les plus réactifs, si ce n'est les plus réactifs.
sur le chômage partiel, sur le prêt garanti par l'État, sur le fonds de solidarité. Et encore ce mois de novembre, c'est 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, les chiffres donnent le tournis à un moment. Mais lorsque vous dites... Oui, parce qu'il y a quelques mois, on était encore à chercher 100 millions d'euros pour tel ou tel budget ministériel. Tout à fait. Mais parce que là, nous sommes dans une situation où c'est justement le rôle de l'État d'être garant du temps long et d'être capable d'amortir une crise qui est une crise qui, fort heureusement, n'aura pas vocation à revenir tous les 5 jours. Question. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ou vous dites on est à la veille d'une explosion sociale de grande ampleur, la France est au bord de la faillite? Je n'ai pas les moyens d'être pessimiste, Monsieur Aziza. Je me dois d'être optimiste. Nous avons le meilleur capitaine dans la bataille, le président de la République, qui accompagne et prend des décisions difficiles, mais qui est aujourd'hui à éviter par rapport à d'autres pays une véritable saignée sociale. Et je crois qu'il faut en être conscient collectivement. Sans le chômage partiel, c'était des millions d'emplois supprimés. Regardez les États-Unis. Plus de 30 millions de chômeurs, là où la France, et je ne vais pas m'en féliciter, est à 700 000. Les jeunes, l'emploi des jeunes que nous avons sauvé, puisque nous avons plus de contrats à durée déterminée, indéterminée cette année, que l'année dernière. L'apprentissage des jeunes, la pauvreté que nous accompagnons avec des mesures complémentaires. Donc, nous sommes sur tous les fronts. On ne dit pas qu'on fait tout bien. On ne dit pas qu'on fait tout bien, mais je peux vous dire que cette mobilisation du gouvernement, elle est essentielle et elle est au service des Français. Merci en tout cas Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.